Donc alors vous vous trouvez sans théâtre, comment vous faites? Alors justement, On est en 68 ans, alors bon, j'ai dormi 2 ans quand même à prendre ma décision. Oui. Et puis j'ai fait un galop d'essai, si je puis dire, au moment d'un festival qui avait lieu rue Kervégan à l'époque. Un festival, ça devait s'appeler le Mai Nantais ou une chose comme ça. Et là, si vous voulez, j'ai fait mes premières armes là, en montant un spectacle de Federico Garcia Lorca, qui avait lui-même un théâtre de marionnettes qui s'appelait la Baraka. Et nous avons monté ce qui est traduit en français par le Guignol-Gourdin. Et là, j'ai dû faire appel non seulement à mes parents qui sont revenus de Pouliguen pour me prêter leur voix, j'ai travaillé sur enregistrement pour la première fois avec les marionnettes de mes parents, réhabillées, etc. Des marionnettes à Guendon. Vous faisiez toutes les voix, non? Non, mes parents étaient là, Jacques Couturier était là, j'avais une petite dizaine de comédiens qui me prêtaient leur voix, si vous voulez. Mais pour la manipulation, en dehors de moi-même, bien sûr, qui savait manipuler la gaine, il y avait déjà Patrick Gray, qui est devenu ensuite mon bras droit, qui avait été le dernier élève de mon père, et le seul élève d'ailleurs de papa. Donc alors la famille Prêteur s'ouvre à d'autres... Elle est bien forcée. Le secteur familial explose. Elle est oui, du secteur familial en dehors de moi. Je n'ai pas appelé ma soeur de Paris, je n'ai pas... Oui, bien sûr. Donc, mais alors, vous décidez quand même de changer un peu d'option. Le répertoire, complètement. Complètement. Et c'est pour ça qu'on voit arriver avec le Lorca. Bon, ce qui m'avait plu dans le Lorca, j'avais un peu, non pas malmené, mais enfin, corrigé certaines longueurs dans le texte du Guignol-Gourdin. Et par contre, j'avais pris... des moments extrêmement poétiques d'une autre pièce de Lorca que j'avais introduit, si vous voulez, dans le Guignol-Gourdin. Si vous voulez, quand j'ai décidé de monter ce qui s'est appelé très vite la Compagnie des marionnettes de Nantes, j'étais entourée de gamins. Le plus vieux avait 15 ans. Il y en a un autre qui est arrivé un peu plus tard, Patrick Joly, et il avait 2 ans de plus, lui. Parce qu'il avait fait le conservatoire de Nantes Patrick Joly, en tant que comédien. Mais il a fallu former tout le monde. Bien sûr. Donc vous êtes le formateur pratiquement de toute la bande. Bien sûr. Et alors, comme les spectacles ont très bien marché là dans la cour ovale, je me suis dit, au fond, pourquoi ne pas reprendre des spectacles de marionnettes traditionnels de mes parents. Et bon, on a vite fait le tour à l'époque, et même maintenant, hélas, on a vite fait le tour des salles de Nantes, et j'ai loué ce qui ne s'appelait pas encore la salle Francine Vasse, mais la salle Colbert. Je l'ai loué une journée chaque mois, chaque mois d'hiver tout au moins, pour présenter des spectacles pour enfants. Alors j'ai repris le répertoire de mon père, les marionnettes de mes parents, pour remonter le petit Pousset, le petit Chaperon Rouge, la Belle au bois dormant, etc., etc. Et j'ai vu que les spectateurs suivaient. Ils avaient été privés, si vous voulez, de marionnettes pendant 2 ans. Et on a rempli, on jouait une seule fois, mais on jouait il y avait 2 séances. C'était les jeudis à l'époque, le jeu des enfants. J'ai vu qu'on remplissait les 400 places de la salle Vasse à chaque fois. Ce qui n'était pas mal. Donc ça a conforté votre envie d'avoir votre propre théâtre? Bien sûr, tout de suite. Alors à l'époque, c'était M. Henri Maurice qui était maire de Nantes.
Et c'était Bernard Lerat qui s'occupait de la culture. Alors, je suis donc allée le voir, le disant, bon, ben, c'est bien beau, on peut louer une salle une fois par mois, mais simplement pour 2 séances, ça me paraît un peu limitatif. Alors, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas à Nantes un lieu qui pourrait nous être attribué? Et ça a été l'époque où les Halles de Nantes ont déménagé pour venir ce qui est devenu le Mine. Hein. Et alors, ce qu'il faut se figurer, cet énorme bâtiment qui était quand même le palais, ce qu'on appelait pompeusement, à mon avis, le palais du Champ de Mars. Ouais, qui couvre la surface aujourd'hui du CIO. Voilà. Alors vous héritez de quoi? Alors, d'un petit coin? Alors on hérite le coin des légumes, un petit coin, il y avait quand même 500 mètres carrés. Alors la ville nous a fallait bien clore ce lieu. Alors, la ville nous a abattu l'espace, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout, jusqu'au plafond, parce que le plafond, il était à 7,20 m. Hein. Ah là là, oui. Ah bah oui, c'était immense. Vous retournez les manches, je crois. Ah bah oui, François m'a dit qu'il a bien bossé là-dedans. Et j'ai fait ça avec les gamins, là. Ben, oui. Bah, François était encore un petit garçon. Ah oui, c'est hein, vrai. hein. Mais avec les gamins, avec mon fils, avec Patrick Gray, avec tous nos amis, mon mari et moi, on avait beaucoup c'est une belle époque, ça, beaucoup de relations. Oui, puis c'est formidable pour des gens encore jeunes, c'était mon cas, de construire un théâtre. Hein. Alors on fait une salle qui comptait 300 places, un espace scénique qui était vaste, et puis un atelier intérieur. C'est plus tard qu'on a monté un premier étage, parce que dans les 7,20 m on pouvait, pour mettre des bureaux. Voilà. Mais il y avait un très vaste hall qu'on a décoré comme on a pu, et puis, mais il a fallu peindre le sol, ça a été énorme comme boulot. Alors on a fait ça tout l'été de 70 pour ouvrir. La en novembre, première c'est ça? a été, voilà. En novembre 70, vous ouvrez. Fin novembre 70. On l'appelait le Petit Théâtre. Voilà, modestement, le petit. Bon, il y a eu une soirée d'inauguration sympathique. On avait repris en spectacle la leçon de chant, qui était une pièce traditionnelle de Guignol-Lyonnais que jouaient mes parents afin de leur rendre hommage quelque part. Et c'était une petite pièce à 2 personnages. Et ensuite, on avait créé, sous d'ailleurs l'impulsion de Patrick Gray, un petit spectacle un peu musical, un peu voilà. Et je pense que ceux qui assistaient à cette première doivent se souvenir encore du buffet campagnard qu'on avait organisé dans le grand hall pour l'occasion. Donc il y avait une bonne émulation. Ah, oui. Alors, d'ingéniosité. pour l'histoire, puisque vous parlez de l'histoire, les journaux n'ont pas pu en parler, parce que dès le lendemain de cette inauguration, en ouvrant le journal, en écoutant la radio, nous apprenons la mort du général de Gaulle. Ah, novembre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on célèbre cet anniversaire, moi j'ai une pensée pour le petit théâtre. Bon. Alors, donc une équipe motivée, ingénieuse, il croit à l'avenir. Courageuse, il croit à l'avenir et tout ça. Et il y a des subventions qui arrivent finalement? Oh, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que naïvement, je pensais que l'ouverture de ce nouveau lieu pour les Nantais, qui connaissaient bien le quartier du Champ de Mars, parce que c'est là où avaient lieu les foires commerciales, les foires expositions, etc., mais qui n'avaient pas encore, qui ne savaient pas encore qu'il n'existait plus que nous à l'intérieur de ce vaste bâtiment. Le public n'est pas venu tout de suite. Très nombreux. Hein, j'ai pas en mémoire exactement les chiffres de fréquentation de la première année, mais c'était assez catastrophique.
Alors, d'autant plus qu'on voulait renouveler le répertoire de mes parents et monter des spectacles. Le tout premier spectacle qu'on ait monté dans ce lieu-là, alors là, avec l'aide de l'Opéra de Nantes, c'était quand même La Flûte enchantée, qui était un classique de marionnettes à Salzbourg, mais que les Nantais n'avaient jamais vu vraiment sur place. Alors, on avait été aidés parce que les deux décorateurs, Etchari et Echeverry, vous voyez, je me souviens de leur nom, ça, oui. qui montaient eux-mêmes la flûte enchantée au théâtre Gralin, avaient fait les maquettes des personnages et des décors pour le petit théâtre. Moi, je ne peux pas vous dire combien de fois j'écoutais La Flûte enchantée sur disque pour essayer de faire un spectacle qui tienne en 1h15 et destiné aux enfants. Alors que La Flûte enchantée, ça dure 3 heures. Hein. Le service culturel de la mairie de Nantes a décidé de nous aider financièrement. Un petit peu, hein, c'était une très très modeste subvention au départ. Mais c'était un encouragement qui n'était pas négligé. C'est monsieur Georges Vitali qui... Alors, c'est après. Georges est arrivé en 72. Il n'était pas à la mairie. Vitali, ça a été pour nous une rencontre extraordinaire. D'abord parce que c'était un grand homme de théâtre, c'est lui qui avait découvert Liberty quand même. Et à Paris, il avait eu tout jeune, il était d'origine russe, il s'appelait Gargouchenko. Je lui demande un rendez-vous qui ne m'est pas accordé par le secrétaire. Bon, déjà, hein, je n'étais pas très contente. Et Georges Vitali fait une conférence et je me pointe à cette conférence. À la fin de la conférence, la seule personne qui lui posait des questions qui pouvaient relativement m'intéresser, c'était moi. Alors, vous vous faites remarquer. Quand il m'en est parti, Vitali me dit « Mais madame, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. » C'était quelqu'un de très bien élevé, Vitali. Alors, il me dit « Mais pour vous intéresser au théâtre, bon, alors je lui raconte un petit peu ma vie, mais je lui dis « Écoutez, monsieur Vitali, si vous le désirez, c'est à 2 pas, je vous emmène voir le lieu où nous travaillons maintenant. » Et je l'ai emmené le soir, j'ai fait venir Patrick Gray, qui lui a montré différentes choses, et on peut dire que Vitali a eu le coup de foudre pour les marionnettes qu'il connaissait assez mal. Ce qui était assez étrange pour un russe, quelqu'un d'origine russe, parce que la marionnette est très bien connue, voilà. Et c'est comme cela que, lors de sa première grande prestation à Nantes, il a monté donc une semaine surréaliste. Hein, c'est bien que Nantes, on dit toujours que Nantes est la ville du surréalisme. Oui, c'est vrai. Et il a décidé de monter Ubu-Roi, mais avec nous, avec les marionnettes, la même chose qu'à la création, au fond. Hein. Jarry, au départ, Ubu-Roi est écrit pour marionnettes. Alors, Ubu, c'est un personnage important pour vous. Ah ben oui, parce que, à tout point de vue, bon, vous voyez dans la photographie du personnage, qui maintenant va finir ses jours dans l'Institut international de Charleville-Mézières. Ubu avait été donc dessiné par deux amis de peintres de grand talent, Paul Douce et André Rouillard. Ah, il est magnifique. Hein, tous les personnages, il y a près de 60 personnages dans le bureau. Hein. C'était pas... c'est énorme. C'était énorme. Mais on a été aidés financièrement d'abord, et Vitali a donc fait enregistrer la pièce du roi à Paris avec des comédiens qu'il avait fait travailler au théâtre, bien sûr. Et c'est comme ça que
que vous avez la liste. C'est par qui ça? Roger Carrel, c'est ça? Jacques Fabry? C'était Jacques Fabry. Fabry qui fait. Ben oui, c'est Fabry. Oui. Michel Roux, Georges Vitali avait fait. Voilà, qui avait un petit rôle, lui. Voilà. Roger Carrel. Tandis que Roger Carrel et Michel Roux, qui changeaient merveilleusement leur voix, jouaient des tas de personnages. Alors, il est donc arrivé la musique, il y avait une bande originale, la musique était d'Hubert Rostand. Et alors, Vitali est donc arrivé de Paris avec la bande enregistrée et on s'est mis au travail. Alors, je peux dire que pour Ubu, il y a bien une vingtaine de personnes qui ont travaillé dessus, en dehors de la petite troupe. Tout d'un coup, ça y est, on passe dans oui. la grande littérature. Oui, ben, Ubu Roi d'un classique du surréalisme au théâtre, tout au moins. Hein. Mais dans le même temps, voyez-vous, moi, Vitali a fait venir des comédiens pour cette semaine surréaliste. Et j'ai travaillé en tant que comédienne de Passage Pommeret, etc. Il y avait vraiment eu un mouvement Il y avait une dynamique très important. Ouais. Oui. Alors, bon, je ne vais pas vous dire que ça a été un succès populaire énorme, mais enfin, on a rempli notre salle avec des étudiants, et puis on a eu la chance, plusieurs mois après, d'être filmé par la télévision, par Antenne 3, par la 3. C'était France. FR3. Alors là, par FR3, je ne sais pas si ça s'appelait FR3 à l'époque. C'était FR3 et là maintenant c'est France 3. Donc ça c'est un bon départ. C'était un nouveau départ, mais, si vous voulez. La critique, comment ça marche la critique? Vitali avait fait venir, on avait une très bonne critique dans le Figaro littéraire. Il avait fait venir, on avait eu 2 pages. Ubu Roi, ça a été écrit après la guerre de 14, entre les deux guerres, quoi. Absolument. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'était un professeur de l'université de Rennes, Jarry était voilà, qu'il avait créé. Donc le niveau monte. Bah oui, bien entendu. Donc vous attirez des gens, vous attirez un public différent, un public d'intellectuels, d'étudiants. Beaucoup d'étudiants qui s'intéressaient au surréalisme, hein, parce que les gens parlent beaucoup du surréalisme, mais ils ne le connaissent pas. André Breton, tout ça. André Breton, il était mort déjà. Oui, d'accord, il a vécu à Nantes. Bien sûr. Donc en 73, l'effort Boris Scapin, 74... Alors, toujours avec Vitali, monte avec nous dans un grand classique de Molière. Et moi, c'est moi qui m'étais permis de lui suggérer l'effort de Scapin et un Molière. Pourquoi? Parce que j'estimais que Nantes avait une dette envers Molière. Molière est venu, bon je remonte là dans le temps, hein, est venu plus de 3 fois à Nantes, 2 fois certainement, la 3e fois on n'en est pas absolument sûr. Et il n'avait pas eu de succès, il n'était pas encore très connu. C'est pendant les 10 années de ce qui est devenu l'illustre théâtre. Où il avait quitté Paris avec Dufresne et où ils allaient beaucoup en province. Et on a donc monté les Fourberies de Scapin avec Vitali. Alors là, il y avait un avantage dans les Fourberies, bien entendu, comme toutes les pièces classiques. Il y avait donc un seul décor. Mais on avait une distribution de comédiens prestigieuse. Vitali les avait fait enregistrer à Paris, puisqu'on avait Dominique Paturel dans le rôle Dominique principal. Paturel, et Henri Virgeux, que bizarrement je retrouvais des années plus tard, qui jouait Géronte et qui n'avait jamais joué Géronte à la scène, et qui nous a fait un Géronte extraordinaire. Voilà. Et puis Hubert Deschamps. Hubert Deschamps, qui jouait notre père, bien sûr, et puis des plus jeunes comédiens que vous ne connaissez pas. Alors, vous faites une création pratiquement tous les ans. Parce que oui, alors le Barbier de Séville.
Alors ensuite, Georges a eu envie de monter. Pardon, tu voulais dire. Non, c'est bon. Georges a eu envie de monter le bar des Églises de Beaumarchais, et c'est là que il a fait appel à Daniel Lebrun, dont nous parlions hier, et qui jouait le rôle principal, qui était dans Rosine. Michel Galabru qui jouait un rôle qu'il n'avait jamais joué à la scène aussi, et toujours Virgeux aussi qui jouait le père. Voilà. Mais bon, il y a une réception un peu moins forte. Oui, bah oui, parce que les élèves ne connaissaient pas beaucoup. Et vous savez, à l'époque, on allait voir ce qu'on connaissait ou ce qu'on étudiait en classe. Oui, ça dépendait des programmes scolaires. Voilà, ça dépendait des programmes scolaires. Et les fourberies, et la pièce de Beaumarchais n'était pas... Un an plus tard, en 75, on remet ça avec le Tour du Monde en 80 jours. Oui, alors ça c'était un gros... Là c'était un gros machin, parce qu'il y avait énormément de décors. Alors c'était Luce Courville qui avait... Oui, c'était là, qui était responsable de la bibliothèque municipale de Nantes. Qui adorait les marionnettes. Et lui, c'était un être adorable et qui avait insisté pour qu'on monte un Jules Verne. Voilà. Ouais, parce que c'était le 70e anniversaire de la mort de Jules Verne. Voilà, exactement. Là, c'était une grosse machine parce qu'il y avait énormément de décors. Contrairement aux Fourberies, bien évidemment, et qu'on a joué pas mal. À Amiens, vous êtes allé à Amiens. On est allé dans la seconde ville de Jules Verne, oui, puisqu'il a fini ses jours. Nous sommes allés à Amiens jouer le Tour du Monde en 80 jours. 76, un an plus tard, La Belle et la Bête. Ça tire bien, vous arrêtez pas. Ah ben non, il fallait pas arrêter parce qu'on avait, là vous n'avez qu'une partie du répertoire, mais il y en a beaucoup plus. J'ai monté 50 spectacles. Combien une cinquantaine de spectacles. Alors aussi bien des très classiques de la littérature enfantine, mais des choses aussi beaucoup plus modernes. Alors en 75, oui, non, 76, je m'arrête parce que La Belle et la Bête, nous participons pour la première fois à Charleville-Mézières, au festival de marionnettes. Et la compagnie est reconnue et entre au Centre national des marionnettes qui regroupait tous les marionnettistes, entre parenthèses, sérieux de l'Hexagone. Voilà. C'est là où j'ai fait la connaissance de gens que je n'avais jamais vus, dont j'avais entendu parler parce qu'il y avait quand même une circulation qui marchait, mais comme Alain Recoin, comme Philippe Gentil, dont on commençait quand même beaucoup à parler. Et c'est eux qui nous ont fait un accueil très très chaleureux. Et on est resté quand même quelques années au Centre national de marionnettes. Je me mettais vice-présidente, il y a une période où j'allais toutes les semaines à Paris, voilà. On a eu une espèce de reconnaissance, si vous voulez, de la profession qui n'était pas négligeable pour nous. Hein. Et de surcroît, la Belle, je crois, était un joli spectacle. Et c'est une des pièces qui m'est restée très, très chaudement au cœur, La Belle et la Bête. D'abord parce que le conte est merveilleux. Les marionnettes sont magnifiques. Ça sortait un peu des contes de Perrault, voilà. Alors j'avais mon ami aussi, dont je vais vous parler, j'aurai l'occasion de... Mon ami Christian Riel, qui me jouait vocalement la Bête. C'était un garçon avec lequel j'avais joué le Cid, Ruy Blas, etc., qui était professeur puis directeur de l'École nationale de Lille de théâtre et qui régulièrement venait dans la région puisqu'il était nantais. Et il allait travailler pour Serge Dano aussi, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Le Manège Enchanté. Et c'est lui
qui prêtait sa voix à Pollux. Vous faites de la coproduction à partir de 77 avec le Théâtre du Bout du Monde. Oui, c'est le Théâtre du Bout du Monde. C'est une demande du théâtre, c'est vous? Qui était dans à Rennes, Mhm. qui nous demande, parce que dans la compagnie, il y avait un metteur en scène qui était nantais d'origine, qui me connaissait, qui connaissait notre travail, et il nous demande si on veut bien participer à une tournée des Tréteaux de France de Serge Janet, qui le soir présentera un spectacle pour adultes, et l'après-midi, un spectacle écrit par des Rennais sur l'Ankou, qui est la mort. Jobic. Voilà. Les 7 chemins. Les 7 chemins d'Ankou. Voilà. La mort étant traitée de façon humoristique, inutile de vous le dire. Hein. C'était un spectacle pour enfants. Alors l'après-midi, on remplissait donc la salle avec les gamins, et le soir, on laissait la place aux comédiens. Voilà. Et on a fait tout, on peut dire, toute la Bretagne. Ah, ça a été une belle tournée, ça. Ah, c'était une tournée, oui, très, très sympathique, fatigante, mais très sympathique. Mais alors, vous n'avez plus de vie privée, alors comment ça se passe Oh, bah, la vie privée, pour les gens de spectacle, vous savez, ça passe souvent au deuxième plan. Hein. C'est pas toujours facile, il fallait que je fasse... il fallait défendre en plus les marionnettes. C'est pas non seulement quelques succès, mais il faut continuer à défendre ce mode de... Oui, et puis alors, attention, il fallait les fabriquer. Les marionnettes, elles ne se faisaient pas toutes seules. Hein. Il fallait les fabriquer, il fallait les manipuler, il fallait répéter, il fallait... Vous êtes combien dans la troupe? Alors, à quelle année êtes-vous là? Là, je suis en 77, 78. Alors, on devait déjà être 6 ou 7 personnes à travailler. J'arrivais maintenant à payer les gens correctement, disons. Et on devait être 6 ou 7 par là. Aussi bien manipulateurs que fabricants, etc. Puis on essayait de se partager les tâches, évidemment. Ouais. Les tâches administratives m'étant réservées, c'est pas celles que je préférais, mais je préférais de beaucoup mettre en scène. Mais c'était indispensable. Voilà. Donc en 78, alors c'est Blanche-Neige. Alors là, vous mettez en scène. Alors, Blanche-Neige, oui, vraiment, mais le conte de Grimm. Collé vraiment au conte de Grimm. Oui, voilà. Donc vous vouliez Walt Disney, c'était pas. C'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Alors, oui, alors là, par exemple, à Rennes, dans le conte de Grimm, des frères Grimm, se transforme 3 fois en sorcière. Il y a 3 sorcières différentes. Les nains ne sont pas individualisés. Il n'y a pas Grincheux. Non. Ce qui a quelque part un petit peu désarçonné le public. On est très habitué au conte Disney, c'est sûr. Hein. Mais moi j'étais contente. Et c'était la première fois que Patrick Gray, notre décorateur, projetait des décors. Hein? C'était des décors projetés, c'était pas... Par diapositif, c'est ça? Voilà. C'était des décors projetés. Donc ça donnait une dimension... Comme on changeait souvent de lieu dans Blanche-Neige. Hein? Alors, voilà. Donc le spectacle a été... Alors moi, bien évidemment, je prêtais ma voix à la méchante, à la reine. Hein? Bien sûr. Et puis... non, c'est un spectacle qui a très bien marché, qu'on a tourné pas mal, parce que c'est l'époque, on avait donc ce lieu fixe, bien sûr, mais c'est l'époque où on commençait à être demandé à l'extérieur, voire plus loin. Alors, il y a eu toute une série de spectacles qu'on a présentés tous les ans, par exemple en Normandie, à Paris. Faut pas oublier. Donc, on a beaucoup joué à Paris et pas dans les petites salles, hein, dans des grands machins. Et non, c'était important pour nous. C'est plus tard que nous sommes allés dans le Midi, en Alsace. On a beaucoup voyagé. Alors, quand la troupe s'est agrandie, quand on est arrivé à avoir 8 manipulateurs, on essayait de se partager de façon que le théâtre de Nantes
ne soit pas desservi, vous voyez. Mhm. Alors, les spectacles plus simples étaient donnés à Nantes, hein, et nous partions en tournée avec les plus grands. D'accord. Voilà. Donc, alors les auteurs avec qui vous travaillez, c'est Pierre Gripari, Alors, Gripari, je parle sur Jean-Pierre Fouché, oui. Alors, avec Landowski, Patrick Nedelec. Oui. Gripari, c'était la découverte. C'est une amie qui m'a apporté pour la première fois à lire les contes de Pierre Gripari, qui évidemment donnait un coup de neuf à la littérature pour enfants. Hein. Et ça a été un des très grands succès de la compagnie, ça a été La sorcière du placard au balai, qu'on a repris. Je ne peux pas vous dire combien de fois. C'est une très bonne pièce. Mais alors, les gens, à l'heure actuelle, m'en parlent encore. Ils s'en souviennent, ça les a marqués. J'avais Pierre Victor Haïm. Alors, Victor Haïm. Alors, Victor Haïm. En 1980, vous rencontrez. Non, vous le connaissiez déjà. C'est-à-dire Victor Haïm, j'avais fait sa connaissance. Cours Saint-Pierre, il était petit garçon, il était plus jeune que moi, hein, on doit avoir 3-4 ans d'écart, et j'avais fait la connaissance après la guerre parce que sa famille, une partie de sa famille avait fini ses jours, hélas, en déportation, il était d'origine juive, et j'avais fait, mes parents avaient sympathisé avec ses parents, lesquels étaient, excusez-moi l'expression, mais Victor me répète toujours ça, c'était les juifs les plus fauchés de Nantes. Alors, mes parents avaient sympathisé, et moi, je le considérais comme un petit garçon, comme les autres petits garçons, comme Jacques Demy à l'époque aussi, si vous voulez. Et puis, j'ai retrouvé Victor Haïm. En 80. Non, mais avant ça, il D'accord. était élève de Jacques Couturier au conservatoire. Oui, Il a fait du théâtre, donc. Et puis il a fait du théâtre à Paris, après, puis il a beaucoup écrit. Et un jour, j'étais ici, j'étais à la Chevaleret, je mets la radio dimanche après-midi. À l'époque, on diffusait des pièces de théâtre où on les lisait, où il y avait vraiment. On mettait le dimanche, hein, on était consacré au théâtre à la radio. Et là, ça n'a plus lieu maintenant. Et alors, je tombe sur une pièce et j'ai le choc. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, je connais. Et à la fin, on m'a dit, vous venez d'entendre une pièce de Victor Haïm. Les aigles. Non. Non, c'est pas les aigles, c'est quoi? Comment harponner le requin? Ah, comment harponner le requin? C'est pas encore les aigles. C'était la pièce de Victor. J'ai dit Victor Haïm, je dis c'est pas possible. Comme j'étais déjà inscrite à la Société des auteurs, je leur téléphone, je dis bon, dites donc, je viens d'entendre une pièce à la radio, là, Victor Haïm, vous pouvez me dire qui est ce monsieur? Alors elle me dit, je crois que c'est un monsieur originaire de Nantes, etc. Bon, je dis, vous pouvez me donner ses coordonnées? Pas de problème. Je décroche mon téléphone. J'ai Victor au bout du fil. « Oh Monique, c'est toi !» Comme ça, on s'était quitté la veille. Et je lui dis, écoute Victor, je viens d'entendre une pièce de toi qui m'a... « Ah oui, tu sais, j'écris, ça commence à marcher un peu, enfin, etc. » J'ai dit, écoute, si tu avais un peu de temps libre, j'aimerais que tu m'écrives une pièce pour marionnette. Ah, d'accord. Et, mais j'ai dit, écoute, je voudrais que tu viennes voir ce qu'on fait maintenant, parce que ça n'a rien à voir avec les marionnettes de mes parents. C'est quand même assez différent. Alors, il a pris le train, il est venu, on a passé 2-3 jours ensemble, on a beaucoup discuté, non seulement lui et moi, mais aussi avec toute ma bande, si je peux dire. Et puis, il dit, oui, j'ai une idée, je vais Et c'est comme ça que les aigles ont été écrits et sont nés, qui est dans cette espèce de conte pour adultes. Mais c'est une pièce superbe. Ça peut lui rapporter beaucoup d'argent, Victor, parce qu'on n'a pas beaucoup joué. Et là, on l'a joué à Charleville-Mézières quand même, parce que ça met en scène, comme dans la plupart de ses pièces, tout le drame d'un peuple.
Bon, on ne cite pas, on ne dit pas que ce sont les Juifs, on devine. De toute façon, regardez à l'époque où nous vivons, il y a beaucoup de peuples qui sont mis à l'index par d'autres, hélas. Et c'est une pièce pleine de poésie, très bien écrite, et vraiment on a été contente. On l'a joué même en plein air à Nantes, on l'a joué non pas dans la cour ovale, mais dans l'autre cour, vous savez, où il y avait des spectacles. Et les gens étaient très, très touchés par cette œuvre-là. À Charleville-Mézières, on a eu un bon accueil parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrivains. Il n'y a toujours pas beaucoup d'écrivains de talent qui écrivent pour la marionnette, hélas. Et alors là, on se retrouve en 82 avec un spectacle qui s'appelle Hansel et Gretel. Oui, alors là, c'est aussi une demande. Oui. C'est la demande de l'opéra. L'opéra carrément de Nantes. Et bon, j'ai soumis le projet avec des maquettes de Patrick Gray. Et Simon a été emballé. Les décors avaient été faits par l'atelier de Gralin. Mais comme, bien sûr, le plateau de Gralin était plus vaste que le nôtre, eh bien, il a fallu faire des grandes marionnettes. C'est comme ça qu'on a fait des grandes marionnettes habitables pour certaines, comme on dit. Et ça a été un très, très gros succès. Le Gralin a été envahi par des enfants qui non seulement ne connaissaient pas le théâtre, le lieu théâtral de Nantes, le théâtre Gralin, mais ne connaissaient pas la musique, ils ne connaissaient pas le conte. Alors ça a été formidable. On a joué de nombreuses fois Hansel et Gretel, on l'a repris, tous les machinistes étaient béaba, enfin c'était formidable. Ça a été filmé aussi encore ça. J'ai vu des images de ça. Non, ça n'a pas été diffusé, c'était filmé. D'accord, c'était filmé. Voilà. Et puis il y a les Chevaliers de Brocéliande. Alors ça, il y avait longtemps que j'avais ça dans ma tête. Jean-Pierre Fouché. Vous savez, j'ai toujours dans la tête des regrets, c'est-à-dire des œuvres que je n'ai pas montées. Mais par contre, il y en a d'autres que j'ai montées, dont le Chevalier de Brocéliande, parce que j'ai toujours eu une passion pour le cycle arthurien. Ouais, bah moi aussi. Faut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. D'ailleurs, on les voit derrière, là, elles sont là, avec le lion. Voilà. Et les personnages. Lodine et Yvain, le chevalier de Lion. Voilà. Tous les trois, et ils resteront avec moi jusqu'à ma mort, j'espère. Et c'était merveilleux. Alors, André Fouché était un ami écrivain, passionné aussi, lui, par tout ce qu'on dit, comme on dit, la celtitude, et qui avait déjà écrit une pièce, mais qui faisait 3 heures. Alors, pour comédien qui n'avait jamais été joué, parce qu'il y a, je sais pas, il faudrait au moins une trentaine de comédiens pour assurer la distribution. Et je lui dis un jour, je dis André, je viens de relire ta pièce, que tu veux bien me confier, mais il faut que tu m'en coupes la moitié. Et alors on a travaillé comme des chiens, on a répété d'ailleurs dans la salle Bel Air. Et puis, la Maison de la Culture financièrement nous a aidés, ainsi que la ville de Rennes, puisque c'était le responsable des tombées de la nuit, nous a fait venir à Rennes, où on a par une chaleur. Et comme on était, nous, couvert. les manipulateurs, on était pour une fois, on n'était pas derrière dans le castellet, on était derrière les marionnettes, mais cachés le plus possible. On avait des espèces de grandes robes de moine, et le visage aussi couvert. On était dans un état, je vous dis pas. Vous étiez en âge. Mais enfin, ça a été un très bon souvenir. C'est un des rares spectacles qu'on ait joué à l'étranger, à Cardiff, qui était une ville jumelée avec Nantes, qui est toujours, je pense. Oui. Et nous l'avons joué à Cardiff, à l'auditorium. Et parce qu'ils connaissent bien le cycle arthurien, j'étais content. C'était une représentation en français Oui, mais j'avais eu la précaution... De faire un livret en anglais Non pas un livre en anglais, mais de faire des commentaires au moment des changements de décor, qui se faisaient à vue et sur musique.
Et il y avait une voix anglaise qui expliquait la suite des événements. Voilà. Surtout que la trame est assez simple, au fond. Hein. Donc une autre difficulté inattendue et redoutable vient compliquer les choses en 83. C'est était juridiquement organisé en entreprise individuelle. Donc oui. vous étiez organisé en entreprise individuelle. C'était vous la patronne. Oui. Et que se passe-t-il? Eh bien, la suite de mon divorce et ayant subi quelques pressions de part et d'autre, j'ai changé le fait de cette entreprise individuelle de production en coopérative sur le conseil de certains de mes collaborateurs. J'ignorais tout de la coopérative et j'ignorais par exemple qu'Ariane Mouchkine était en coopérative. Donc c'est une société coopérative ouvrière de production, c'est la SCOP. Donc vous cessez d'être la patronne. La gérante élue. Donc il y a un changement de statut quand même là, important. Oui, mais ça ne m'a pas inquiétée parce que j'avais une telle confiance dans mes collaborateurs de l'époque. Je me disais, bon, bah, le statut va changer, je ne serai plus responsable complète, surtout financièrement, si vous voulez. Ah, il y avait cet aspect-là. C'était ça le gros problème. Et je voulais sauver la maison de la marionnette, voilà. Donc vous savez, vous étiez sur un siège éjectable. Non, je ne savais pas, je m'en étais pas occupée. Il arrive une chose importante, c'est que le Champ de Mars va être détruit. C'est un bâtiment vétuste. Un peu plus tard, quand même. Oui, mais... Oui, la municipalité, Chauty répondant sans doute à une demande d'une grande banque qui était le CIO, voilà. Va décider de détruire le Champ de Mars. Et c'est là que la compagnie des marionnettes de Nantes, tout modeste qu'elle soit, ça rentre en jeu. Parce qu'évidemment, quand nous apprenons ça, la première chose que nous faisons, c'est d'aller tirer la sellette de la mairie en disant « Et nous, qu'est-ce que nous devenons ?» Donc vous restez Salvas finalement. Alors, résultat, pour 3 saisons, le temps que le CIO nous construise une salle, qui était une chose unique en France, une banque se chargeant de construire une salle, surtout de marionnettes, c'était impensable. Hein. On a créé quelque part un événement, voilà. Et alors vous rentrez, Salvas pendant 3 ans, vous faites des spectacles, vous continuez. Oui, et on a eu beaucoup de monde, hein, parce que c'était un public qui ne venait pas forcément dans le quartier du Champ de Mars, un public du centre-ville qui nous a très bien accueillis. Et pendant 3 saisons, nous avons donc joué là, nous avons créé des spectacles, et on a fêté, à cette époque-là, on a fêté le 50e anniversaire des théâtres de marionnettes à Nantes, des collègues de Paris sont venus, ça a eu un petit retentissement dans la... Ah bah oui, il fallait rester... il fallait. Alors, on a accueilli de plus en plus d'écoles, la salle c'était vaste, hein, on mettait 400 personnes. Ouais, c'est une belle salle. C'était très important. Hein. Et je ne suis pas mécontente du tout de ce passage à la Salvas. Et en même temps, il nous fallait bien sûr surveiller les travaux de construction du futur espace CIO, qui serait notre futur lieu. Donc 3 ans plus tard, vous entrez au CIO, oui. Un théâtre spécialement créé pour vous. Voilà. Tout neuf. Vous avez participé à l'élaboration de certains éléments. On a surtout été 3 personnes à travailler beaucoup avec les architectes. C'était le cabinet 3A. Ça d'ailleurs a fait l'objet de journaux professionnels. Hein. Je les ai en bibliothèque et les gens n'en revenaient pas qu'on construise
un théâtre de cette importance pour la marionnette et dans une ville de province, puisqu'il n'y avait toujours pas de grand théâtre de marionnettes à Paris. Il y avait bien sûr le Guignol du Luxembourg, mais qui commençait à dater puisqu'il venait de 1933. 33, oui. On a vu avec Monsieur Desarts. Alors, j'anticipe un peu, mais c'est pour vous dire que lors de l'inauguration, j'avais convié une grande partie de mes collègues professionnels qui sont venus de tous les coins de France et qui, excusez-moi l'expression, mais qui en bavaient des ronds de chapeau, hein, parce que vraiment, ils ne croyaient pas que ça aurait pris cette importance-là. Donc là, vous arrivez dans un théâtre ultramoderne, j'ai quelques photos sous les yeux. Vous devez être content, enfin, ça va être une relance. Oui, mais vous savez, moi, étant donné déjà l'âge que j'avais, j'étais pas, comment dirais-je, j'étais pas médusée. Les grands théâtres, de toute façon, je préférais les théâtres à l'italienne, à ce lieu qui était quand même très moderne, où il y avait beaucoup de métal, où il y avait beaucoup... Mais ça, c'est une question de génération, hein. Ça ne m'a pas rendu malade parce que j'étais dans ce lieu-là. Je disais, bon, voilà un bon lieu de travail dans lequel on va pouvoir faire des choses intéressantes. Donc il y a 2 salles, il y a une salle pour les petits, oui, une petite salle pour les petits. Qui fonctionne moins que la salle pour le grand public, et les enfants plus âgés, mais qui fonctionne tout de même. Et là, la preuve en est, c'est que on est arrivé, bon an mal an, à recevoir à peu près 40 000 spectateurs par an. Hein, auparavant, on en recevait 20 000. C'était quand même... les 40 000, c'était pas négligeable. Ce qui ne nous empêchait pas de continuer des tournées pour les villes qui nous demandaient depuis des années, et on le faisait de grand cœur. C'était toute une organisation, bien évidemment, mais il y avait maintenant 7 marionnettistes, on arrivait à partager le travail. Il y a une partie des marionnettistes qui restaient à Nantes et une autre partie qui partait en tournée. Et puis, bon, il y a eu après, vous avez acheté un local pour faire un atelier. Eh bien, un local, parce qu'auparavant nous louions des locaux de travail, des ateliers et des réserves à Saint-Sébastien, qui est donc pas très loin de notre espace de création. Et nous avons acheté un énorme bâtiment à Vertou. Là où on a regroupé dans nos collections, les décors, toutes les marionnettes et tout ce qui allait continuer à être créé. Il n'y avait donc que des professionnels dans cette équipe, il n'y avait plus du tout d'amateurs. Hein. Et alors, bon, bah, vous avez la liste sous les yeux. Bon, il y avait... donc, en dehors de moi, bien sûr. Donc, la première, c'est vous, en 68, Patrick Gray, Patrick Joly. Oui. Ça, ils sont arrivés en 75. 77, il y a Aline Robin. Oui, qui était la femme de Jean-Paul Robin, qui était avec moi depuis le tout début, si je peux dire. Pascal Vergniaud. Oui. La dernière est arrivée. En 82. En 85, Bruno Curie. Oui. Après, on a Chantal Aizan, c'est la dernière qui arrive. C'est la dernière. Je ne pense pas que vous ayez cité mon fils, Serge Couturier. Ah, mais si, Serge, il était avec vous dès le départ. Donc là, on va parler de la bande des 4. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête Pour quelles raisons ils ont voulu que vous avez insisté sur ce projet? Écoutez, ils trouvaient que j'étais trop vieille, et puis ils avaient leur propre projet. Alors attention, hein, quand ils m'ont fait part de leur projet de travail, j'étais tout à fait d'accord pour qu'ils mettent en scène eux-mêmes leur propre spectacle, et j'attendais, bien entendu, j'étais toute oui pour écouter leur desiderata. Hein. Bon,
peu à peu, étant donné que l'atelier était séparé, si vous voulez, du lieu de spectacle, il y a une scission qui s'est passée entre les manuels, si je peux dire, et les autres. Hein. Et alors, nous, Aline et moi, on gérait la bonne marche de la compagnie, on traitait les dossiers pour les tourner, les demandes de subventions, etc. etc. Hein. Je ne vous cache pas que c'était extrêmement contraignant. Et ce n'était pas le travail que je préférais, moi. Alors, on ne se retrouvait que sur le plateau. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ça devait tchatcher. Ah ben, je n'étais pas présente. Je n'ai pas... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont montés la tête et puis ils ont décidé un beau jour que mon temps était venu. Bon, c'était donc en 96 que le temps était venu. J'allais avoir 65 ans. C'est vrai que j'avais l'âge de la retraite. Et comme si dans le spectacle, tout le monde arrêtait à 65 ans. Il faudrait dire ça à M. Galabru ou à M. Belmondo, je ne sais pas, puisqu'il va tourner un film prochainement. Mais alors j'étais très très surprise que lors d'une réunion, puisque dans les scopes, on se réunissait très très régulièrement pour prendre des décisions concernant les spectacles et autres choses, j'étais mise en minorité. Il y a eu un vote et on m'a fait comprendre, alors du jour au lendemain, je n'avais plus le droit de signature, je n'avais plus rien, quoi. Voilà. Alors j'ai tenu le coup, ça s'est passé ça en 93, j'ai tenu le coup encore 3 ans, on ne me disait plus ni bonjour ni bonsoir. C'était 3 années atroces pour moi. Mais vous aviez quel poste à ce moment-là? Ah ben, j'avais plus de poste du tout, mais le public me connaissait bien moi, il connaissait plus mal les autres, évidemment. Hein. Alors, donc ça a continué comme ça pendant 3 ans? Pendant 3 ans, oui. Vous avez réussi à créer quelque chose de joli ou c'est eux qui ont créé leur propre spectacle. Moi, j'ai continué, parce qu'ils avaient besoin encore de mes opéras quand même, de faire quelques tournées, mais la toute dernière que nous ayons faite, c'était avec le Paradis des Chats, qui était un opéra pour enfants que nous avions monté à la Salle Basse. Un spectacle qu'avait vu Jean Marais d'ailleurs, et qu'elle avait beaucoup aimé. Et la toute dernière tournée que j'ai faite, dont je me souviens très bien, c'est à Montpellier. Voilà. Alors on était allé pendant une semaine jouer à l'Opéra de Montpellier. La SCOP à cette époque-là, elle était en bonne santé financière? Oui, absolument. Les subventions tombaient régulièrement, subventions non seulement de la mairie, mais du Conseil général, du Conseil régional, de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, à ne pas oublier. Tout le panel. Et surtout à ne pas oublier les rentrées du public. Hein, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais comment il fallait payer quand même un certain nombre de... Ah ben oui, puisque tout le monde était à temps complet, et tout le monde... Je peux me vanter pendant je dirais pas 28 ans, mais pendant plus de 20 ans, j'ai payé les gens qui ont travaillé avec nous très régulièrement, et ils n'ont pas eu un jour de chômage. Ce qui, dans le spectacle, est quand même assez étonnant. Sachant qu'il fallait que je parte le jour de mes 65 ans, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, je vais vous dire, si j'éprouve un peu encore, non seulement du chagrin, mais un peu de rancœur, ce n'est pas dans le fait d'avoir été éliminé. C'est le fait, ça, quelque part, je peux le comprendre maintenant, surtout à l'âge que j'ai. C'est le fait qu'ils n'aient pas su garder le bel outil qu'ils avaient en main. Et que tout soit terminé en ce qui concerne la compagnie des marionnettes de Nantes, moins d'1 an après mon départ. Bon, évidemment, c'est très curieux parce qu'aussitôt mon départ, ils ont voté le départ de Serge, bien sûr, mon fils aîné. Ah, je ne savais pas. Et ensuite...
quelqu'un qui avait beaucoup travaillé avec eux pour mon départ. Ensuite, c'était l'administratrice qui était limogée. Voilà. C'est comme pour ça que... Bon, la petite secrétaire aussi, là... Petite Chantal. Hein. Voilà, Chantal. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés tous les quatre. Là, c'est devenu la bande des quatre. Qui est, autant que je sache, parce que je n'étais plus présente, ça s'est très mal passé pour eux. Y compris physiquement. Ils se sont battus. Alors, excusez-moi de parler de ça, mais quand je l'ai appris, ça m'a rendu malade. Le seul qui est resté sur le lieu de travail a donc été Jean-Paul Robin, parce qu'il assurait, qu'il s'occupait de la lumière et de la bonne marche de la salle. C'est lui qui recevait les gens du CIO qui, une fois par mois, venaient faire des réunions, venaient enfin discuter, c'était dans le contrat d'origine. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? La ville dont Yannick Guin a mis dans ces lieux des gens pour essayer de continuer ce qu'on faisait. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Le public a de plus en plus négligé de venir. Les dettes se sont accumulées. Et la compagnie de Saint-Nazaire qu'ils avaient fait venir pour nous remplacer quelque part, alors non seulement ne nous a pas remplacés parce que le public s'est raréfié, vous savez, le public c'est tout, quoi. Hein. Bon. Et de surcroît, comme ils voulaient conserver aussi leur travail à Saint-Nazaire, ils ouvraient 2 fois moins que nous. Ils étaient fermés pendant les vacances de Noël, par exemple. Ils étaient fermés pendant les vacances de février, etc. etc. Enfin, je ne vous passe ces détails parce que tout ça, quand j'ai appris tout ça, ça m'a rendu malade. Inutile de vous le dire. Jean-Marc Ayrault vous aurait dit que si vous partiez... Je suis allée le voir, il m'a reçu au moins 2 heures ce jour-là, très amicalement, je dois dire, parce que moi, Jean-Marc Ayrault, à cette époque-là, je n'avais rien à lui reprocher. Hein. C'était magnifique ce qu'il avait fait pour nous. Simplement, quand nous nous sommes séparés, il m'avait dit, Monique, sans toi, la compagnie des Marionnettes de Nantes ne durera pas. Il s'était trompé de quelques mois, mais c'est venu très vite. Voilà. Alors, Yannick Guin a certainement eu un effet... Yannick Guin qui était ton adjoint à la culture. Lui pensait, je l'ai su, parce que tout se sait, que mon départ était une bonne chose. Et lorsque j'ai monté à la fin 1996 la Maison de la Marionnette, qui était devenue une association 1901, avec de très chers amis qui m'ont bien entourée, sur ma demande de subvention, beaucoup plus modeste évidemment que celle que nous avions au CIO, avait dit devant des personnes qui nous connaissaient bien, qui ne voulait pas que Monique Krechter fasse des spectacles. Voilà. Alors que c'était ma raison de vivre, parce qu'autrement... C'est incroyable. Vous deveniez un musée, quoi. Ouais, oui, ça... Il n'en était pas question, il n'en était pas question pour moi. Mais cela ne m'empêchait pas de chercher un autre lieu pour donner des spectacles. Et c'est comme ça qu'un jour, rue du Gobier, je suis tombée sur un grand appartement à louer au rez-de-chaussée qui était vacant depuis plus d'un an. Avec le président de notre association et le conseil d'administration, nous avons donc décidé de louer ce local rue du Gobier, qui n'était pas l'idéal, vous le connaissez je crois, mais qui nous permettait d'avoir pignon sur rue et surtout de créer une petite salle de spectacle, alors minuscule. Hein, 50 personnes, c'est ça 80 personnes environ, bien pleine. Mais ça me permet d'accueillir à nouveau du public. Voilà comment est née la rue du Gobier. Et ce qui est drôle, c'est que alors là, j'ai quitté l'appartement que j'avais
près de Talensac, que je ne pouvais plus d'ailleurs payer le loyer parce que financièrement j'avais beaucoup de problèmes et je ne vivais que de ma petite retraite. Alors les retraites d'intermittents du spectacle ne sont pas toujours celles évidemment des grandes stars du cinéma, c'est ce que les gens devraient savoir. Et alors, j'ai décidé de quitter mon petit appartement et pendant 2 années, ce sont les marionnettes de la rue du Gommier qui m'ont accueillie. J'avais une toute petite chambre et une minuscule cuisine. Voilà, c'était sans aucun confort, mais au moins j'étais sur place. Et puis vous venez... Ce qui me permettait quasi jour et nuit de répondre aux coups de fil des gens intéressés par le spectacle. Voilà. Bon, on va arrêter là.